cadre de cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour cette deuxième, j'ai décidé de répondre à des questions. On m'envoie des mails, on m'envoie des messages sur mon site internet et là, je me dis que ça peut être intéressant parce que du coup, c'est des sujets qui concernent monsieur et madame tout le monde. Donc du coup, on répond aux questions et j'espère que vous allez y trouver des réponses. Alors, on va se pencher sur la question de Marois. Marois se situe en Seine-Saint-Denis, donc région Île-de-France. Elle pose la question suivante. En fait, ça fait 2 ans qu'elle est demandeur de logement social et qu'elle n'a toujours pas eu d'attribution de logement. Elle voudrait savoir pourquoi, lorsqu'elle circule dans le département, et apparemment elle n'est pas la seule à l'avoir constaté, il y a des logements sociaux qui sont disponibles, donc qui sont vacants. Pourquoi est-ce que depuis ce temps, on ne lui a pas attribué de logement? Alors, Marois, moi, je ne vais pas te fournir la réponse, mais je vais te fournir une réponse parmi d'autres qui peut-être justifie que tu vois des logements sociaux qui sont disponibles et que l'on ne t'a toujours pas attribué. Il existe ce qu'on appelle en fait des contingents. Un contingent, c'est quoi? C'est une réservation de logement. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir sur un parc de logement social une réservation de logement qui va être répartie sur plusieurs entités. Donc on va avoir la préfecture qui va récupérer donc 30% en fait du contingent. Et sur ces 30%, il y a 5% qu'elle va réserver aux agents de l'État ainsi qu'aux militaires et les 25 autres pourcents aux personnes qui vont être en situation précaire, en situation de vulnérabilité, en situation de handicap. On va avoir également une répartition à hauteur de 10% pour les bailleurs sociaux qui eux-mêmes vont construire en fait ces logements sociaux. Et du coup, les bailleurs sociaux vont se partager ces 10% avec la CAF, avec le département parfois, et puis également avec la région Île-de-France. On va avoir également une répartition à hauteur de 40% pour Action Logement. Action Logement qui est anciennement 1% logement. Donc ce fameux dispositif qui permet à des employés d'une entreprise de pouvoir avoir la possibilité d'accéder au logement. Donc tu vois, cette répartition, elle se réalise comme ça sur plusieurs entités, ce qui fait que finalement, les communes qui, eux, vont avoir 20% au niveau de cette répartition de contingents, vont en fait bénéficier de très peu de logements à pourvoir. Ce qui fait qu'il est possible que lorsque tu vois des logements, ils n'appartiennent pas en termes de réservation logement à la commune, donc à la mairie, et que peut-être ils appartiennent aux différents bailleurs, donc, ou peut-être vont appartenir à Action Logement en termes de réservation, hein, toujours. Donc, si tu es employé dans une entreprise qui peut te permettre de bénéficier de ce dispositif, n'hésite pas à les solliciter parce que du coup, ça va te permettre d'augmenter tes chances d'obtenir un logement social. De la même façon, je te conseille, si jamais tu as fait ta demande de logement auprès de la préfecture ou auprès de la commune et que tu t'es contenté de ça, de diversifier du coup auprès des différents bailleurs qui se situent sur le département ou ailleurs si tu veux aller sur d'autres départements. Donc, toujours en tout simplement définissant que tu es demandeur de logement, réaliser plusieurs dossiers auprès des différents bailleurs et ça va augmenter tes chances d'obtenir un logement social. Voilà, j'espère qu'on aura répondu à ta question, Marois. Alors, on va se pencher maintenant sur la question de Jean-Louis. Jean-Louis m'explique qu'il fait l'objet d'un burn-out, donc il est dans un état assez dépressif depuis un certain temps. Il est en arrêt maladie, mais il voudrait savoir s'il peut partir en vacances
parce que ses enfants souhaitent le voir se rétablir et donc lui ont proposé un voyage pour pouvoir lui changer les idées. Alors, pour répondre à ta question, Jean-Louis, effectivement, lorsqu'on est en arrêt maladie, on peut partir en congé, on peut partir en vacances. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est partir en vacances tout en restant dans son département de domiciliation. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'autorisation de la part de la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie. Il va juste falloir que tu préviennes ton employeur que tu t'en vas et lui transmettre une adresse à laquelle il va pouvoir te joindre durant tes vacances. Si tu optes pour un voyage hors département et pourquoi pas en dehors de la France, il faut qu'il soit justifié par le médecin. Admettons que le médecin soit en accord avec ce voyage et dise que effectivement prendre l'air marin, l'air de la campagne, de la montagne te ferait le plus grand bien. À ce moment-là, il faut que tu puisses faire une demande auprès de la CPAM. Donc la CPAM va te fournir une réponse. Et ce que je te conseille, c'est de l'envoyer au plus tôt, cette demande, parce que on conseille 15 jours minimum avant le départ. Mais le temps de traiter ton dossier, ce serait quand même bien que tu puisses t'organiser. Donc l'envoyer assez longtemps en avance, le temps du traitement, le temps du délai de réponse, pour que tu puisses partir sereinement. Parce que si tu t'en vas avant d'avoir obtenu une réponse et que si la réponse est négative, tu te mets dans l'illégalité. Alors, vaut mieux obtenir la réponse et que ce soit une réponse positive pour que tu puisses partir sereinement. À ce moment-là, tu préviens ton employeur que tu t'en vas, que tu as obtenu l'accord de la CPAM. Tu lui envoies tout simplement cet accord. Tu lui envoies également l'adresse où il pourra te joindre. Donc, tu restes joignable parce qu'il ne faut pas oublier que tu restes effectif de l'entreprise. Voilà, j'espère Jean-Louis que j'aurai répondu à ta question. Et puis, bah écoute, je te souhaite un bon voyage et un prompt rétablissement. Alors, on va se pencher sur un dernier cas. Il s'agit d'un appel que j'ai reçu, un appel anonyme, malheureusement, parce que j'ai pas pu agir plus que je n'aurais pu ou voulu le faire. Il s'agit d'un cas de victime de violence conjugale, mais là c'est particulier parce qu'en fait, il s'agit d'une personne qui est en situation régulière sur le territoire, mais qui dispose d'un titre de séjour. Alors, pour garder son anonymat, de toute façon, j'ai pas d'informations sur elle et c'est dommage parce que peut-être que j'aurais pu l'aider un peu plus que elle m'a autorisé à le faire. Aïssa, en fait, m'a interpellée au sujet du fait que son conjoint, donc c'est son mari en réalité, avec qui elle vit, lui confisque continuellement son titre de séjour, son moyen de paiement. Et donc, elle ne peut rien faire au quotidien. Et puis, il est violent. Donc, ça aggrave encore plus sa situation. Que peut-elle faire? Voilà ce qu'elle me pose comme question. Je lui ai répondu que dans un premier temps, si elle souhaitait que je puisse l'aider au regard de la violence conjugale, je pouvais intervenir et donc contacter des services spécialisés dans le sens. Elle ne voulait pas, j'ai respecté sa demande. Elle me pose une question autour du titre de séjour. À partir de là, je l'accompagne sur le titre de séjour en espérant qu'elle reviendra vers moi parce que j'ai pu l'accompagner et donc lui accorder un peu de confiance et que peut-être qu'elle sautera le pas la prochaine fois autour de la violence conjugale comme j'ai pu le faire déjà pour d'autres personnes. Donc, Aïssa, je lui ai répondu et j'aimerais que ça puisse être entendu par d'autres personnes si vous vous situez dans le même cas ou si vous connaissez des personnes qui sont dans le même cas de figure, que logiquement, lorsque un conjoint confisque des documents, confisque des documents administratifs, des documents qui vous permettent au quotidien de réaliser des démarches, notamment un titre de séjour, une pièce d'identité et un moyen de paiement. Logiquement, la loi ne peut pas engager de poursuite pénale à son encontre. Sauf qu'il y a une exception. La loi fait une exception lorsqu'il s'agit de personnes qui sont victimes de violences conjugales et qu'elles se retrouvent, ou de violences familiales, et qu'elles se retrouvent dans ce cas de figure. À ce moment-là, je vous invite à solliciter les autorités
pour qu'elle puisse vous accorder une protection, parce que l'État apporte une protection aux personnes qui font l'objet de violences conjugales ou violences familiales par tout simplement le fait d'un conjoint violent qui en plus confisque les documents qui vous permettent de pouvoir tout simplement vivre comme tout le monde, hein, réaliser des démarches, aller travailler, etc. Là, en l'occurrence, Aïssa, son conjoint, lui confisque son titre de séjour, lui confisque aussi son mode de paiement, donc sa carte bancaire en fait. Alors, Aïssa, donc je lui ai indiqué d'aller saisir les autorités parce qu'il y a une exception, c'est l'article 311-12 du code pénal qui permet de pouvoir mettre en place des poursuites pénales à l'encontre de ce conjoint violent. Et à ce moment-là, sur le territoire français, vous allez pouvoir, parce que vous faites l'objet de ces violences, maintenir votre régularisation sur le territoire et donc bénéficier d'une protection. Donc je vous invite très fortement à prendre votre courage à deux mains. Si c'est vraiment le fait d'avoir peur d'être expulsé du territoire qui vous empêche d'agir, sachez que vous serez protégé par l'État français. Voilà. J'espère que cette information ne sera pas tombée dans l'oreille d'un sourd, parce que c'est une information vraiment très importante et qui peut, je pense, en sauver plus d'une. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour de nouveaux sujets et éventuellement de nouvelles questions, pourquoi pas, auxquelles je pourrais apporter des réponses si vous en avez besoin. À midi jour, bonjour. À midi soir, bonsoir.